En 2015, 192 pays se sont entendus sur la définition de 17 objectifs de développement durable qui visaient à atteindre à l'horizon 2030 tout plein de projets de développement durable. Ces ODD voulaient bonifier finalement le projet, les objectifs du millénaire qui venaient de s'achever, en étant beaucoup plus inclusifs, donc pays du Nord, pays du Sud, et surtout en favorisant un très grand partenariat entre les pays, entre pays, mais aussi à l'intérieur des pays, entre les différents intervenants en développement durable pour assurer une transition verte. Aujourd'hui, donc, pour mieux comprendre le positionnement et les engagements du Canada en matière d'ODD, nous avons le plaisir d'accueillir en conférence Monsieur Jean-Yves Duclos, bien entendu, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social. Donc, avec un ministère tourné comme ça vers l'avenir, il ne fallait pas se surprendre qu'il hérite aussi la responsabilité de l'unité de coordination et de mise en œuvre des ODD au Canada. Donc, sa présentation traitera de l'état des lieux et les défis de mise en œuvre des objectifs de développement durable au Canada. Je vous rappelle que les personnes qui assistent en webdiffusion pourront poser aussi des questions à la fin de la présentation. Je m'assurerai d'avoir ces questions en main. Donc, M. Duclos, il est titulaire d'une maîtrise et d'un doctorat en économique de la London School of Economics and Political Science. Avant de faire le saut en politique, M. Duclos était notre collègue, professeur titulaire au département d'économique de l'Université de Laval. Sache, mon cher Jean-Yves, que l'Université de Laval est toujours très heureuse de rouvrir ses portes, maintenant et dans le futur. M. Duclos a été titulaire de la chaire de recherche industrielle Alliance sur les enjeux économiques des changements climatiques, des changements démographiques, et président aussi élu de l'Association canadienne d'économique. En 2014, il a été élu membre de la Société royale du Canada. M. Duclos est député fédéral de Québec depuis 2015. Il a ensuite été nommé, comme je le disais, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social. Il a travaillé avec ses collègues depuis donc 2-3 ans, ministre, donc, à mettre en œuvre et bonifier les différentes mesures d'équité sociale, comme l'allocation canadienne pour enfants, ainsi que pour améliorer la sécurité du revenu des aînés. Il a également bonifié le régime d'assurance-emploi, lancé la stratégie nationale sur le logement et instauré des congés parentaux plus flexibles. Donc, à cette feuille de route déjà bien remplie, M. Duclos est maintenant responsable, comme je le disais aussi, de l'unité de coordination de mise en œuvre des ODD au Canada. Alors, sans plus tarder, veuillez s'il vous plaît accueillir chaleureusement M. Jean-Yves Duclos. Bonjour tout le monde. Très heureux de vous voir ce matin et dans un bel environnement, en belle compagnie et sur un sujet important. Et je vais commencer évidemment par dire à quel point je suis reconnaissant à l'Institut et à André, envers lesquels j'ai une affection particulière. Je n'irai pas dans le détail au sujet d'André, mais pour ceux qui sont curieux d'en savoir davantage, vous irez peut-être voir dans l'album définissant de l'École des missionnaires du Sacré-Cœur en 1982, je crois. Pardon? Non, c'est ça. Non, c'est pas très... Non, André est beaucoup plus diplomate maintenant qu'il l'était en 1982. Peut-être moins transparent pour certains, mais certainement là, grandi par tout ce qu'il vit depuis l'époque où on a eu la chance de partager de belles années à l'école secondaire. Et maintenant, bien, on habite presque un à côté de l'autre. On a des enfants à peu près du même âge. On a forcément le même parcours. On se ressemble un petit peu, d'ailleurs, physiquement. En tout cas, bref, on s'aime beaucoup. Mais cet amour me permet d'être en votre compagnie aujourd'hui, en compagnie de gens qui aiment beaucoup et qui s'aiment beaucoup parce qu'on sait à quel point l'amour, dans un sens très large, est important pour traiter correctement des défis majeurs auxquels notre société fait face. Et c'est là-dessus que je vais évidemment parler davantage aujourd'hui. Mais encore une fois, donc, merci de l'invitation. Merci aux partenaires qui permettent ce genre d'activité. Comme partenaire, il y a Statistique Canada, envers lequel j'ai aussi un peu d'affection. Dans mon ancienne vie, j'ai eu la chance de voir les travaux de Statistique Canada. J'ai eu la chance de profiter de l'expertise mondialement reconnue de Statistique Canada. Malheureusement, durant un certain temps, cette expertise a souffert un petit peu, mais je constate et je me réjouis que Statistique Canada est maintenant plus solide encore et capable d'être davantage engagé dans notre société et par leur présence, entre autres, aujourd'hui.
J'aimerais aussi souligner, déjà en partant, que ce matin, je vais aller au-delà vous savez à quel point c'est important, j'allais au-delà des définitions habituelles ou habituellement comprises par nos citoyens du développement durable. Le développement durable, la plupart des gens voient ça comme étant un enjeu physique, d'assurer la survie de notre planète, ne seulement qu'une planète, comment on fait pour en prendre soin. Donc, la plupart des Canadiens et des Québécois, certainement, voient le développement durable comme étant une histoire d'architecte, une histoire d'ingénieur, peut-être un petit peu d'économiste. Comment est-ce qu'on fait là, pour garder notre planète en bonne santé et, par conséquent, assurer une bonne santé aussi à nos familles et à nos gens. Mais c'est beaucoup plus que ça, le développement durable. Je vais élargir, et à nouveau, ce ne sera pas une surprise pour vous, cette discussion du développement durable physique à un développement durable social, économique et politique. Je vais parler un peu de politique ce matin, de manière douce. Vous allez voir, il n'y aura pas de partisanerie, certainement, mais il y aura peu de heurts verbaux, donc peu de discours confrontateurs, mais quand même, la politique fait partie de ce triangle élargi à un carré, parce que le social, l'économique, le physique, l'environnemental traditionnel et la politique, ça va ensemble. Et quand on reconnaît les liens importants qu'il y a entre ces quatre coins du carré, on fait un meilleur travail à tous les égards. Alors, on va donc avoir une discussion franche qui va nous permettre, entre autres, de parler, comme je disais, de politique publique, mais aussi de politique tout court. Moi, j'ai eu la chance, là, au cours des 3 dernières années. Certains de mes collègues disent que j'ai eu la malchance. Des méchantes langues au département d'économique me disent que j'ai eu la malchance de les quitter. C'est vrai que j'ai eu la malchance de les quitter parce que j'aimais beaucoup mon travail au département d'économique, mais j'ai eu la chance, au cours des 3 dernières années, de voir comment les politiques publiques peuvent être appuyées par de bonnes politiques, de bonnes façons de faire de la politique, mais aussi comment les politiques publiques peuvent être améliorées par des événements comme celui-ci, mais évidemment par des actions scientifiques solides là, pour mener de l'évidence forte en appui aux politiques publiques. L'Université Laval est un cadre extraordinaire pour faire ça, la Ville de Québec aussi, le Québec aussi. Laissez-moi parler d'abord de l'Université Laval, qui, depuis de nombreuses années, je pense, lance à la fois des messages et des actions claires à l'effet que le développement durable, ça peut se faire à l'échelle plus locale, à l'échelle d'une université, d'une communauté de taille moyenne. La Ville de Québec aussi est un leader à bien des égards à l'échelle du pays. Vous savez probablement que la Ville de Québec a reçu dernièrement, en août, ce qu'on appelle le World Council City Data, la certification platine qui va avec cette organisation, en raison du fait que sur 100 indicateurs de développement durable, la Ville de Québec a pu en atteindre 98, qui dépasse le seuil platine de 91, qui est probablement un des niveaux d'atteinte de résultats les plus élevés à l'échelle de la planète. Donc, à Québec, on peut être fier de ce résultat et on peut en parler aussi. Et au Québec, parce que, je vais y revenir un peu plus tard aujourd'hui, parce qu'au Québec, on a non seulement la chance de vivre dans une société qui est un peu en avance sur d'autres régions à l'échelle du pays, mais on a aussi la responsabilité de maintenir notre leadership. Le leadership du Québec au cours des dernières années a été fondamental dans la capacité d'autres provinces et du gouvernement canadien à tenter de faire des progrès dans l'atteinte d'une société plus durable. Et donc, le Québec doit continuer à faire cet exercice de leadership. Maintenant, laissez-moi à présent vous présenter ma vision des objectifs de développement durable et de quelle manière le gouvernement canadien s'inscrit dans cette vision. Ma vision, c'est une vision large comme la vôtre, en fait, qui s'inscrit, qui démarre dans une perspective plus personnelle. Un petit peu avant les années 2000, ceux qui sont assez vieux pour s'en souvenir se souviendront que les Nations unies avaient lancé les objectifs de développement du millénaire et que ces ODM portaient essentiellement sur relativement peu de pays, des pays en voie de développement ou peu développés, et sur des aspects très limités de leur développement. On parlait
en gros, surtout, de réduction de la pauvreté extrême. Les objectifs de développement du millénaire ont donc été suivis et appuyés durant plusieurs années, de telle sorte qu'après 15 ans, parce qu'ils venaient à échéance en 2015, sur plusieurs de ces objectifs assez restreints de développement du millénaire, on avait fait de bons progrès. En 2015, comme André l'a dit, on a lancé les objectifs de développement durable qui ont élargi de deux manières les objectifs de développement du millénaire. La première source d'élargissement, c'est l'élargissement en termes de dimension de la vie des êtres humains. Donc, on est allé au-delà de la pauvreté extrême pour considérer beaucoup plus de dimensions de la vie des personnes et des communautés. Donc, des objectifs multidimensionnels qui dépassent largement les aspects plus économiques de pauvreté extrême des objectifs de développement du millénaire. Et on a aussi fait un deuxième degré d'élargissement en élargissant l'application de ces objectifs à l'ensemble des pays. Pas juste les pays en voie de développement, les pays avec un niveau de développement économique plus modeste, mais à l'ensemble des pays, dont le Canada. Et ça, ce sont deux excellentes nouvelles, parce que le Canada et le Québec doivent être interpellés par des objectifs de développement durable, mais interpellés sur l'ensemble des dimensions des objectifs de développement durable. Et là-dessus, là, évidemment, je parle un peu pour ma paroisse, je pense que le gouvernement canadien chemine, je vais à la fois faire preuve de modestie et d'enthousiasme, parce qu'il y a comme un arbitrage important à atteindre. Modestie en reconnaissant qu'il y a beaucoup à faire et qu'on doit le faire ensemble, mais enthousiasme parce que je pense que depuis quelques mois, quelques années, là, j'essaie d'être modeste, là, on a quand même fait de bons progrès. Et donc ça résume essentiellement ce que je viens de dire. Donc, ce qu'on sait tous déjà, les objectifs de développement durable sur 15 ans jusqu'en 2015, axés sur 17 objectifs très larges, on y reviendra dans quelques instants, organisés selon 3 dimensions. Ici, on se limite à la dimension environnement, social et économique, mais comme je vous disais, la dimension politique doit aussi être considérée. Des priorités pour le Canada, bien, des priorités qui appuient, qu'on verra dans quelques instants, l'ensemble des 17 objectifs, mais qui, par simplicité, je vais les limiter à celle-là. Donc, l'élimination de la pauvreté, parce que ça relève vraiment directement de mon ministère avec l'appui du ministère des Finances. Une croissance au service de tous, parce qu'au Canada et au Québec, la croissance économique est soutenable si elle profite à tous, pour 2 raisons. La première raison, c'est que ce sont les familles de la classe moyenne, ce sont les familles à plus faible revenu qui, au 21e siècle, sont la source de la croissance économique la plus solide et la plus durable. La théorie économique du 19e siècle était différente, et c'est malheureusement à cette théorie économique que certains de mes collègues à la Chambre des communes se réfèrent trop souvent. La théorie économique du 19e siècle disait que c'était les plus riches, c'était les gens nantis qui avaient les moyens d'investir pour le futur, parce que tous les autres vivaient dans la peur de ne pas survivre. Ils étaient nécessairement trop préoccupés par les enjeux de court terme, de comment on fait pour nourrir nos enfants, comment on fait pour ne pas pour pouvoir vivre un peu plus longtemps. Donc, ces gens, la majorité des gens au 19e siècle avaient effectivement peu de capacité et peu d'intérêt à investir dans leur famille et dans leur communauté. Au 21e siècle, c'est différent. Au 21e siècle, ce sont les investissements des travailleurs de la classe moyenne et des familles dans les enfants, dans les compétences, dans les efforts de travail et dans les communautés qui font la différence en termes de croissance économique soutenable et solide. Et la raison aussi additionnelle, c'est que si cette croissance ne profite pas à ces gens, bien, ils vont perdre confiance dans l'avenir de leur famille et de leur communauté. Et une perte de confiance en économique, c'est une des choses qu'il faut absolument éviter. La réconciliation avec les peuples autochtones, c'est une nouvelle majeure dont on parle peu au Québec, dont je vois, moi, beaucoup des effets et des effets bénéfiques à Ottawa. Je vais y revenir dans quelques instants. L'égalité des genres, parce que c'est une forme d'égalité qui mérite toujours en 2018 notre attention. Et finalement, les changements climatiques, la biodiversité, nos océans et tout ce qui relève là, du maintien d'une santé solide pour notre environnement et pour nos familles. Mais je sais qu'il y a
un petit vidéo que l'équipe de l'Institut a permis de présenter aujourd'hui. Est-ce qu'on l'a quelque part? Non, c'est bon. Les Canadiens peuvent être fiers de ce qu'ils font déjà pour aider les plus pauvres et les plus vulnérables. Nous appuyons l'action pour le climat et travaillons à bâtir un monde plus pacifique. And we invest in our children and youth. I don't think anybody should be looked different just because of a disability. Someday somebody will say, oh, you can't do this, and maybe you think you can, but if you try, maybe you can. I was 12, 13. I was on the streets for a number of years, probably right up until I was pregnant. I was homeless until I had my son. And then I finally got housed when I was 18. My son was 6 months old. I moved into housing. It hasn't been easy being Indigenous in this country. I'm living a life that I didn't even know existed when I was a child. I'm a residential school survivor. I was a 17-year-old mother, and now I'm a doctor. Really, our key question is focused on how we can use technology to unlock the power of nature and natural materials so we can live healthier, make clean food affordable, and feed the world. I think this is a life-changing opportunity, especially for me, because I've always wanted to do, I guess, what the big boys do. And as soon as I heard of this opportunity, I jumped at the chance. Once I'm done this training, I would love to become a loader operator. Hopefully that will be the path I take. Travaillons ensemble towards a fairer, Sustainable future. Qui profitera à tous les êtres humains. Alors, comme vous voyez, il y a de meilleurs acteurs que d'autres dans le petit vidéo que vous avez vu. Ce qui est plus important peut-être, c'est la connexion que vous avez pu constater entre les dimensions de la vie des Québécois et des Canadiens et la connexion entre les gens. L'agenda de 2030 des Nations unies porte beaucoup sur ce qu'on appelle le développement inclusif. C'est à nouveau inclusif vous avez vu, la formation, du logement, de la sécurité alimentaire, de la capacité de joindre les deux bouts, de la capacité de vivre dans un environnement qui est sain. Donc, inclusif dans ces dimensions, mais inclusif aussi pour faire en sorte que tous et toutes aient une chance juste et réelle de s'épanouir au Québec et au Canada. Et vous voyez, on a vu à quel point connecter, inclure ces dimensions est important pour différentes personnes, mais important aussi en reliant ces différentes personnes entre elles, entre autres par le fait qu'elles partagent souvent, malheureusement, des caractéristiques qui rendent plus difficile leur inclusion totale dans notre société. Les femmes, les Autochtones, vous avez pu le voir, mais beaucoup d'autres Canadiens et Québécois, je pense entre autres à ceux que je rencontre souvent dans ma circonscription, ceux qui vivent avec des handicaps, qui limitent leur capacité à s'épanouir pleinement. Je pense aussi à des gens qui ont juste besoin d'un petit peu d'aide pour accéder au marché de l'emploi et pouvoir vivre plus décemment et de manière plus digne. Des jeunes, mais aussi des moins jeunes, qui ne se sentent pas pleinement inclus dans la capacité de participer à leur plein potentiel au développement de la société et dans la capacité de bénéficier, justement, de manière équitable, du développement économique qu'ils observent autour d'eux. Donc, inclusif dans beaucoup de sens, c'est l'agenda des Nations unies, le mot qu'ils utilisent le plus souvent, l'agenda qui dit qu'on ne devrait laisser personne de côté. Et c'est cet agenda qui est appuyé par le gouvernement canadien de plusieurs manières. Je vais déjà mentionner l'agenda autour de l'égalité des genres et la pleine inclusion des filles et des femmes, non seulement
au Canada, mais aussi dans le monde, la pleine participation, la pleine inclusion de ces femmes et de ces filles au développement social et économique de leur communauté. Au Canada, juste pour vous donner un exemple, si on avait une plus grande parité de participation des femmes et des filles, on aurait un produit intérieur brut de 150 milliards de dollars plus élevé. 150 milliards, c'est à peu près 10 000 dollars de plus par famille en termes de revenus au Canada par année, si on atteignait cet idéal de parité, d'égalité des genres hommes-femmes. On va y arriver de différentes manières. À nouveau, au Québec, on a un peu plus d'avance que ce qu'on observe ailleurs, en moyenne au Canada. Moi, je m'en sers régulièrement pour encourager d'autres communautés, d'autres provinces à faire encore mieux. J'ai eu la chance, dans les derniers mois, de signer une entente sur les services de garde éducatifs avec toutes les provinces et tous les territoires. Et la raison pour laquelle cette entente a été plus facile à atteindre, à signer, dans certains contextes, c'est qu'on pouvait faire valoir qu'au Québec, depuis une vingtaine d'années, ces investissements dans les services de garde pour la petite enfance avaient mené à de bons résultats, à la fois en termes économiques, une plus grande participation des femmes au marché du travail, plus de revenus, moins de pauvreté, aussi en termes de plus grande égalité hommes-femmes, à la fois dans les responsabilités et les joies qu'il y a de prendre soin de nos enfants et de participer pleinement au marché du travail, mais aussi pour plusieurs de nos enfants en termes de développement cognitif, intellectuel et social plus soutenu. Pour plusieurs enfants dont ces investissements font une grande différence s'ils se passent dans des milieux où les services sont de qualité et dans des milieux où ces services sont accessibles et abordables. L'agenda féministe à l'échelle internationale du gouvernement canadien, vous le connaissez, parce que le rôle des femmes et des filles à l'échelle de la planète est encore plus important que celui qu'on peut vouloir faire valoir au Canada. Partout dans le monde, et vous le savez très bien, il y a des choses qui iraient mieux si les femmes et les filles avaient un rôle plus important dans les décisions et les actions qui sont prises pour les peuples autochtones. La réconciliation avec les peuples autochtones, vous avez vu dans la vidéo, c'est un... M. Trudeau a été très clair là-dessus il y a à peu près 2 ans aux Nations unies. Certains ont regretté cette transparence, le fait qu'on tourne peut-être trop l'attention du monde sur ce défi, cet historique majeur que nous avons au Canada depuis de nombreuses années sur ces relations que nous avons avec les peuples autochtones. Pourquoi parler de ce qui va mal? Pourquoi parler de ce qui a été mal fait au Canada au cours des années, quand on parle de colonialisme, quand on parle d'exclusion, quand on parle des pensionnats autochtones? Pourquoi parler de ça sur la scène internationale? Pourquoi ne pas parler à la place de toutes les choses qu'on fait de bon et de bien au Canada? Bien, des fois, il faut mettre des mots sur les choses. Ça commence par le langage. Admettre quelque chose, nommer quelque chose, ça nous amène à être davantage conscients et par conséquent, ça nous amène aussi à prendre des actions plus solides. C'est la relation la plus importante que le gouvernement canadien a présentement. La relation la plus importante, c'est avec les peuples autochtones pour passer de ce qu'on appelle la réconciliation, qui est extrêmement importante, à l'affirmation. Parce qu'on veut que ce processus mène à une capacité de nos peuples autochtones à s'affirmer. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire, mais il y a aussi des progrès significatifs qui ont été faits au cours des derniers mois, des dernières années. Il y a à peu près 1 mois et demi, j'annonçais pour la première fois de l'histoire du gouvernement canadien une entente spécifique avec chacun des 3 groupes des peuples autochtones, les Premières Nations, dont nous avons 11 représentants ici au Québec, les Inuits et les Métis. Et je me souviens de cette occasion donc, où on annonçait ces ententes distinctes avec ces 3 groupes de peuples autochtones sur les questions de services de garde éducatifs. C'est la première fois de l'histoire du gouvernement canadien qu'on donnait aux peuples autochtones la capacité de se prendre en charge lorsqu'on donne des services de garde éducatifs à nos jeunes enfants autochtones. Et David Chartrand, que vous ne connaissez peut-être pas, qui est le président de la Fédération des Métis du Manitoba, était très ému cette journée-là. Il a dit, écoutez, ça fait depuis 1867, ça fait depuis 151 ans, qu'on cherche une façon d'être reconnu
et de travailler différemment avec le gouvernement canadien. C'est la première fois en 151 ans qu'on a une reconnaissance de notre identité, de notre rôle, de nos défis, mais aussi des responsabilités qu'on peut exercer pour nous amener à aller de l'avant. C'est la première fois qu'on le fait, c'est aujourd'hui, et on en est extraordinairement reconnaissant. Puis on sait qu'on va pouvoir faire mieux au cours des années à venir. Donc, passer de la réconciliation à l'affirmation, ça passe par le langage, la conscientisation et les actions. Le climat, l'énergie propre, les technologies propres, l'économie verte, les océans, l'eau, la qualité de l'air, on en parle beaucoup à l'Institut, c'est fondamental. Sur cette question, vous savez, ça a commencé assez rapidement. Le gouvernement canadien, dès décembre 2015, a été interpellé. On avait la conférence de Paris à laquelle il fallait absolument contribuer. Ça a amené à la fois un langage et des actions qui ont pris un certain temps avant de se mettre en place totalement. Hier, on a vécu un moment important qui fait partie du cadre plus large qu'on appelle le cadre pan-canadien sur la croissance propre et les changements climatiques qui va, je crois, au cours des prochaines années, affirmer le leadership du Canada en termes de lutte contre les changements climatiques. Comme économiste, évidemment, je ne peux pas faire autre chose que de me réjouir du fait que lorsqu'on reconnaît que la pollution a un coût, on reconnaît aussi qu'il faut mettre un prix sur la pollution. C'est l'économie 101. Et ça a des avantages, évidemment, en termes de réduction de la pollution, mais ça a aussi des avantages en termes économiques durables, économiques verts. Parce que vous savez, au cours des 12 prochaines années, jusqu'en 2030, les experts prévoient que la nouvelle économie verte, une économie propre, va générer à l'échelle mondiale des revenus nouveaux, parce que ces revenus n'existent pas, de l'ordre de 26 000 milliards de dollars. 26 000 milliards de dollars, c'est à peu près 12 fois la taille de l'économie canadienne. C'est 65 millions d'emplois dans l'économie propre, l'économie verte. Alors, ce n'est pas juste une question de prendre soin de notre environnement, c'est aussi de s'assurer que notre développement économique se tourne inévitablement, parce qu'on n'a pas le choix, vers une économie plus verte. Maintenant, je sais que le temps passe, je parle trop, là. Mais laissez-moi passer, parce que je vais avoir absolument du temps pour des questions et des échanges, laissez-moi passer à cet enjeu du social. Parce que là, j'ai parlé d'économie, parlé d'environnement, du social. Le social est incontournable. Parce que, je vais vous donner l'exemple de ma circonscription de Québec. Je n'ai pas la chance d'être ici dans ma circonscription, mais je suis tout proche. Ma circonscription de Québec est un exemple extraordinaire du lien entre le social, l'économie et l'environnement et la politique. J'ai, dans les quartiers de Montcalm, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Sacrement et un peu ailleurs, j'ai des gens qui ont fait le choix souvent de vivre dans des environnements où, on n'a pas le parterre en avant, le jardin en arrière, on n'a pas le garage double, mais on a une proximité à des services, on a un accès au transport en commun, on peut participer au verdissement de nos quartiers. Donc, j'ai des gens, des jeunes, des gens de tous les âges, mais des jeunes aussi, qui sont mus par des espoirs de mieux développer notre société d'un point de vue social et environnemental. J'ai, dans la basse ville de Québec, Saint-Sauveur, Saint-Roch, Vanier, Les Saules, Duberger, j'ai des gens qui ont la difficulté à joindre les deux bouts, pour qui payer, à la fin de la semaine, payer une épicerie, c'est avoir moins d'argent pour payer les livres d'école ou avoir moins d'argent pour payer le loyer. C'est des gens qui font face à une insécurité économique et du marché du travail substantielle. Et eux, ils ont parfois la difficulté à comprendre comment on peut leur demander de faire des sacrifices additionnels pour des objectifs de développement durable dont les effets vont tarder à se manifester pour eux. Alors, parfois, pour être très honnête avec vous, ils voient ça comme étant une insulte que des gouvernements parlent de protéger l'environnement pour des générations futures, alors qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas suffisamment appuyés dans leur vie quotidienne en termes sociaux et économiques. Donc, nous avons de toute évidence besoin de connecter le social, l'économique et l'environnemental si nous voulons
Et si nous souhaitons nous diriger vers du développement durable à plusieurs dimensions. Et c'est pour ça que des investissements comme André a mentionné, dans la réduction de la pauvreté pour les enfants. L'allocation canadienne pour les enfants, j'en parle parce que c'est une fierté énorme que j'ai d'avoir pu participer à la mise en place de cette allocation canadienne pour les enfants. C'est une allocation qui, en juillet 2016, a remplacé 5 mesures compliquées, inéquitables de l'ancien gouvernement, des mesures qui profitaient trop souvent à des familles qui n'en avaient pas besoin et qui n'en voulaient pas, mais qui, pour des fins de politique souvent perverses, je devrais même dire, étaient mises en place pour plaire à certains groupes. Mais ça avait comme effet donc de compliquer la vie du gouvernement, parce qu'il y avait 5 mesures à appliquer, plus compliquées, plus coûteux, de compliquer la vie des familles, entre autres parce que souvent, il fallait attendre la fin de l'année fiscale pour recevoir l'aide dont on avait besoin. En plus, pour d'autres mesures qu'on recevait plus rapidement, il fallait rembourser une partie de ces mesures parce que la mesure était imposable. Donc, les familles vivaient dans l'insécurité de savoir combien cet argent-là ils pouvaient vraiment utiliser pour prendre soin de leurs enfants. Et comme je le disais, trop cet argent-là était envoyé à des familles qui n'en voulaient pas et qui n'en avaient pas besoin. En 2016, en juillet 2016, nous avons mis en place ce qui correspond essentiellement à un revenu minimum garanti pour des familles avec enfants. Pour la première fois de l'histoire du gouvernement canadien, c'est une mesure qui profite à 9 familles sur 10. Une sur 10 qui n'en profite pas. Il y a 9 familles sur 10 qui en profitent. Dans ma circonscription, c'est en moyenne 200 $ de plus non imposables par mois que ces familles reçoivent. C'est essentiellement une bonne épicerie par mois de plus. Ce qui est encore plus important, c'est que dans ma circonscription et partout ailleurs au Canada, ces investissements dans les familles de la classe moyenne, puis dans celles qui ont moins de revenus, ça sort de la pauvreté à peu près 300 000 enfants et leurs 200 000 par an. De sorte qu'avec cette mesure, plus d'autres mesures pour les travailleurs à faible salaire qui vont être mises en place dans quelques mois pour les aînés, en avril 2019, dans quelques mois, nous aurons sorti ou aidé à sortir de la pauvreté 650 000 Canadiens à l'échelle du Canada. Alors, c'est bon pour la société, en termes d'inégalité, en termes de pauvreté. C'est aussi bon pour la croissance économique, parce que beaucoup, dont la Banque du Canada, ont confirmé que ces investissements dans les familles qui en ont le plus besoin, ça profite à la croissance économique, mais c'est aussi bon pour le fait que ces gens-là, se sentant plus en sécurité, plus appuyés, vont maintenant être davantage capables d'appuyer un développement durable encore plus large. Alors, j'aurais beaucoup d'autres choses à vous dire, mais moi, je préfère écouter que de parler. J'apprends davantage lorsque j'écoute que lorsque je jase. Alors, je vais donc vous arrêter, sauf pour 2 petites choses. André a mentionné l'unité des objectifs de développement durable que j'ai la chance d'avoir dans mon ministère. Pourquoi mon ministère? Ça n'a pas été si évident que ça au début, parce que on aurait pu penser à l'environnement, un ministère de l'Environnement pour des raisons physiques évidentes. On aurait pu penser au ministère des Finances, on aurait pu penser au Conseil du Trésor, on aurait pu penser au Conseil privé. Mais le ministère que j'ai la chance de diriger présentement est un ministère qui a des impacts économiques et sociaux majeurs et donc des impacts politiques substantiels en termes d'acceptabilité et d'espoir. Et les connexions avec le développement durable physique peuvent se faire parce qu'on travaille ensemble. Et ensemble parce que vous savez que l'objectif 17, le dernier objectif des objectifs de développement durable, c'est l'objectif de partenariat. Moi, je pense que ça pourrait être le premier objectif. Hein? Le numéro 17, il faut très bien avoir le numéro 1, parce que c'est ça qui fait la différence. Le gouvernement canadien a beau vouloir faire des choses, ces choses-là vont être appuyées et avoir un sens seulement si c'est dans un contexte de partenariat. Vous voyez ici différents partenaires dont vous faites partie, qui sont appelés à contribuer à cette stratégie nationale du Canada. Vous avez ici, ça va vous étourdir probablement, vous avez ici une matrice en 2 dimensions. Vous avez dans la colonne les 17 objectifs de développement durable, dont le dernier partenariat. Et vous avez en haut les lignes, donc les 17 objectifs, en haut les colonnes, tous les ministères du gouvernement canadien qui sont interpellés par chacun de ces objectifs. Vous voyez qu'il y a des cases plus nombreuses qui sont remplies par certains ministères, mais vous constatez que tous les ministères qui apparaissent en haut sont interpellés par au moins plusieurs de ces objectifs. Et vous avez ici donc le résumé des 17 objectifs.
Le premier étant celui qui était le central des objectifs du développement du millénaire, mais maintenant complété par 16 autres, et finalement une invitation à rester connecté, parce que cette unité de développement durable au sein de mon ministère a besoin de se connecter sur vous pour que ça soit soutenable de toutes sortes de manières, entre autres par la fourniture de données, par le partage de connaissances, par les opportunités, comme on le fait aujourd'hui, d'être ensemble pour traiter ces questions-là. Il faut que tout le monde fasse sa part et tout le monde reste connecté. Donc, mon message, c'est de dire merci, félicitations pour tout ce que vous faites déjà, mais soyez assurés qu'on s'attend à ce que vous en fassiez encore plus au cours des prochaines années. On sait que vous aimez le travail, c'est ce qu'André me dit tout à l'heure, et on espère vous en donner autant qu'on peut. Alors, on est maintenant rendu aux questions du public, en salle et webinaire, s'il y en a. Est-ce que quelqu'un veut s'avancer? Bonjour, M. Duclos. Luc Boutillier, faculté de foresterie, géographie et géomatique. Vieux prof. Votre présentation a été extrêmement intéressante sur les 5 grands objectifs, extrêmement intéressante pour montrer l'envergure des enjeux humains, des enjeux économiques, sociaux. Mais le Canada, comme le Québec, c'est aussi un territoire. Et je suis certain que vous avez quelque chose à dire là-dessus, que c'est des choix éditoriaux pour rentrer dans le temps. Mais je serais curieux d'entendre votre réflexion sur objectifs de développement durable dans le cadre de ce beau programme et la manière d'occuper le territoire. Voilà. Merci, Luc. Bien, vous en savez beaucoup plus que moi. En fait, c'est moi qui devrais vous poser la question parce que c'est vous qui avez probablement la meilleure réponse. Et de ma vision limitée et moins songée que la vôtre, l'enjeu de l'occupation du territoire se présente, n'est pas immédiatement résolu par les objectifs de développement durable. Parce que différentes perspectives peuvent être présentées sur le lien entre occupation du territoire et développement durable. Certains, dans mon ancienne vie universitaire, et ça peut aller à l'encontre de ce que vous avez vous-même en tête, certains diraient qu'il faut au contraire limiter notre occupation du territoire, concentrer les activités de manière à profiter au maximum des économies d'échelle que présentent les grands centres urbains, entre autres pour appuyer évidemment les investissements en transport collectif, les investissements en infrastructures vertes qu'on sait être très importants. C'est plus difficile de faire ça lorsque notre occupation du territoire est plus dispersée. En même temps, lorsqu'on se déconnecte du territoire, on perd une partie de notre capacité à comprendre l'importance des enjeux de développement durable. Une des difficultés que les consommateurs et producteurs québécois ont, les Canadiens aussi ont, c'est de réaliser l'impact environnemental que leurs choix de production et de consommation ont dans notre environnement. Quand on ne sait pas d'où viennent les aliments, on ne sait pas où ils vont une fois qu'ils ont été mis à la poubelle, mais c'est comme plus difficile de comprendre ce que ça veut dire une économie circulaire ou une économie soutenable et durable. Donc, voici brièvement mes réactions, mais c'est sûr que j'aurais beaucoup plus de plaisir et beaucoup plus d'avantages à écouter votre propre point de vue, Luc. Ça me fait plaisir. Surtout lorsqu'il vient d'un professeur de plus d'expérience, pas plus âgé, mais plus d'expérience. Bonjour M. Duclos. Cyril Frazeau de Nature Québec, on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps dans le bureau, merci d'ailleurs. Merci pour cette présentation, ça montre quand même l'intérêt du gouvernement envers les ODD, son application. Et je sais que vous êtes un fervent porte-parole de tout ce qui est les enjeux en développement durable. Cependant, quand vous parlez très bien du lien à faire
entre l'économie, l'environnement, le social, notamment avec le peuple autochtone. Qu'est-ce que vous pensez justement de l'investissement par rapport aux pipelines Trans Mountain, par rapport à ces enjeux-là? Je ne veux pas créer trop de... Mais c'est quand même important quand on parle de ces enjeux-là et de la réflexion, de la mise en place de ces DODD. Donc, voilà, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Très bonne question et je te remercie de la poser parce que j'annonçais dès le départ et j'invitais en fait ce genre de questions quand je disais au début qu'on voulait avoir une conversation franche et honnête. L'objectif le plus important qu'on doit se donner au cours des prochaines années, il y en a un deuxième qui est presque aussi important, mais le plus important, j'y reviens dans quelques instants, c'est de réduire la demande des énergies fossiles. La demande des énergies fossiles, si elle continue au rythme où elle va maintenant, va pouvoir être accommodée pour, certains disent, presque un siècle, par les réserves d'énergie fossile qui existent déjà, qui ont déjà été découvertes dans le monde. Donc, on ne peut pas compter sur l'arrêt de la production pour limiter la demande, parce que cette production d'énergie fossile et donc des émissions de gaz à effet de serre, elle est presque infinie. On n'arrête pas d'en trouver des énergies fossiles. Donc, ce qu'il faut absolument faire, c'est de réduire la demande de ces énergies fossiles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est là qu'il faut travailler, c'est pas toujours facile, travailler pour mettre en place des mesures qui incitent les gens, consommateurs et producteurs, à réduire leur demande d'énergie fossile. Alors, l'annonce d'hier, mettre un prix sur la pollution parce que la pollution a un coût, fait partie des initiatives qu'il faut absolument mettre en place. Il y en a encore plusieurs qui prétendent qu'on ne peut pas faire ça tout en faisant croître l'économie, ce qui est faux, parce que la mesure d'hier fait exactement ça. Elle tourne les comportements de consommation et de production vers des comportements plus propres, plus verts, tout en encourageant le développement de nouveaux types d'emplois et de nouvelles formes de production et de consommation. En plus, des investissements dans le transport collectif, dans ce que j'appelle les technologies, les énergies et l'économie verte, que le gouvernement canadien a déjà commencé à faire depuis 2015. Ça aussi, ça met une pression à la baisse sur la demande d'énergie fossile. Mais tant que cette demande existe, même si on souhaite qu'elle diminue le plus rapidement possible, tant que cette demande existe, il faut, dans un deuxième temps, c'est le deuxième objectif, s'assurer que le transport de ces énergies fossiles se fasse de la manière la plus sécuritaire possible et la plus environnementalement saine possible. Et sur cette question, le transport par pipeline, même s'il a ses défauts, est plus sécuritaire et plus environnementalement solide que le transport par camion ou par train. On le sait très bien au Québec, et on l'observe partout à l'échelle du Canada, que ces autres formes de transport sont non seulement moins sécuritaires, mais plus dommageables pour l'environnement. Mais à nouveau, il faut absolument ne pas attendre que les énergies fossiles viennent à extinction, hein, parce qu'il y en a partout. Si ce n'est pas au Venezuela, ce sera en Arabie saoudite, en Russie, au Nigeria. Il y en a partout. Il faut absolument que la demande des énergies fossiles par les Canadiens, par les Québécois, se mette à baisser. C'est pour ça qu'il faut insister là-dessus, tout en étant conscient de l'importance d'assurer la sécurité, comme je le disais, et le caractère environnementalement le plus solide possible du transport de ces énergies. On a une question ici sur le web, donc dans la continuité des questions embêtantes peut-être, mais qui a trait à la biodiversité cette fois-ci, de M. Carl Séguin, qui vous demande comment concilier vos belles paroles avec la décision récente du gouvernement d'autoriser un port sur le Saguenay en plein milieu des écosystèmes des belugas, une espèce en danger d'extinction. Bon, là, j'aimerais vous fournir je peux vous donner une réponse. Je pense que ce qu'on attend, c'est une réponse qui soit utile. Je connais peu l'enjeu autour de l'annonce qui a été faite il y a 2 jours, je crois. Là. J'aimerais pouvoir être davantage utile. Ce que je sais, c'est que le processus d'évaluation environnementale a certainement été suivi. Je ne connais pas les recommandations qui ont été faites. Je ne connais pas non plus les contraintes qui ont été imposées sur est-ce que c'est une compagnie, est-ce que c'est un recueil de compagnies qui travaillent là-dessus. Donc, il va y avoir aussi des contraintes qui ont été mises en place pour que ce projet-là aille de l'avant. Mais malheureusement, je ne suis pas assez informé là, pour fournir des propos plus intéressants ou éclairants. Oui, merci beaucoup pour la présentation, Monsieur le ministre. Vous venez de parler des exploits du gouvernement, bien sur
la conciliation, la réconciliation avec les autochtones, l'augmentation du revenu familial et autres, et aussi, entre autres, le cannabis aussi. J'aimerais poser la question pour voir en quoi, si cette introduction peut permettre, dans l'éducation des enfants, peut permettre d'atteindre les objectifs du développement durable un jour. Donc, voulez-vous en dire un petit peu plus pour être sûr que je comprenne bien votre... Vous avez pensé que l'introduction du cannabis... La loi sur la légalisation du cannabis? La légalisation, justement, parmi ces enfants peut contribuer à leur éducation, atteindre un jour aussi les objectifs du développement durable. Très bien. Bon, écoutez, dans la vie, il faut dire les choses franchement. Le système prohibition pré-17 octobre 2017 était un échec pour plusieurs raisons. Une raison, c'est qu'au Canada, la proportion de jeunes qui consommaient du cannabis avant le 17 octobre était la plus importante de tous les pays développés. La deuxième raison, c'est que non seulement elle était la plus importante, mais en plus, elle se faisait d'une manière qui nuisait à leur santé, puisque le produit qui circulait n'était ni réglementé, ni contrôlé, ni inspecté, ni validé. C'est un peu comme faire circuler de l'alcool dont on ne connaît pas la composition, ou faire circuler des cigarettes sans savoir si ces cigarettes sont mélangées avec des produits encore plus nocifs que le tabac. C'était le cas du cannabis. Le cannabis du marché illégal, le marché non contrôlé, non réglementé, était un marché qui fournissait un produit dont on ne contrôlait pas et dont on ne connaissait pas les caractéristiques. Alors, il y a des gens à Ottawa, par exemple. J'habite parfois à Gatineau. Je suis souvent à Gatineau. Et par conséquent, je vois un petit peu ce qui se passe à Ottawa. À Ottawa, au cours des dernières semaines, il y a des jeunes qui ont fumé ce qu'ils pensaient être du cannabis, mais c'est du cannabis mélangé avec des produits très toxiques qui sont décédés de cette consommation. Et finalement, les 6 milliards de dollars de revenus de ce marché illicite allaient dans les poches des gangs de rue. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'on finance des activités saines pour une société, en finançant le trafic de personnes, la prostitution, le commerce d'armes? Non. Alors, pour ces raisons, le système précédent le 17 octobre devait être changé par des règlements, par une restriction, par une validation et par un contrôle. Et la seule façon d'avoir des règlements, c'est d'avoir une loi. Donc, légalisation veut dire réglementation, contrôle et restriction, parce que sans loi, on ne peut pas réglementer quelque chose. Mais légalisation n'égale pas banalisation. Il y a un effet positif de ce qui s'est passé le 17 octobre. Le 17 octobre, c'est que maintenant, les conversations avec nos jeunes sont beaucoup plus faciles. Les jeunes, parce que moi j'en connais des jeunes, j'en ai 3 dans ma famille, on a eu des conversations importantes au cours des dernières semaines et des derniers mois, des conversations qui ont été facilitées par le fait que dans les journaux, à la télévision, à la radio, on parlait de cannabis. Mais le cannabis, ils savent c'est quoi? Il y en a dans les cours d'école, il y en a dans les parcs, ils y ont accès. 42 % des jeunes Québécois entre 18 et 25 ans, au cours des 3 derniers mois, ont consommé du cannabis. 42 %. Ça ne sert à rien de se cacher la tête dans le sable. Le cannabis, il est partout. Les jeunes en savent souvent plus que les adultes sur le cannabis. Alors, comme parents, c'est notre responsabilité d'avoir une conversation honnête et sérieuse avec nos enfants, et ça va être plus facile à avoir dans le contexte présent que dans le contexte pré-17 octobre. Bonjour, Monsieur le ministre. Mélanie Baudouin de l'Institut national de santé publique du Québec. Vous souhaitez avoir une discussion. Et puis, ici, je vous amène un point. Je ne vous demande pas ce que vous comptez faire avec ça, mais c'est une initiative qui vient de plusieurs organisations, dont mon collègue Pierre Gosselin, qui est médecin spécialiste en santé publique, qui demande à ce que le gouvernement du Québec, puis ensuite, je verrai ce qu'on peut faire avec le gouvernement du Canada, mais investisse 1 % de tous les travaux d'infrastructure en verdissement. Puis on parle de biodiversité ici dans le contexte urbain. Donc, je me demandais si c'est quelque chose qui a peut-être été envisagé, puis peut-être que vous n'avez pas la réponse ici, mais peut-être que ça peut soulever une idée et ça serait très en lien avec les objectifs de développement durable. Merci, Mélanie. Et la réponse est oui. Ça se fait déjà un petit peu. J'ai eu la chance, il y a quelques semaines, d'annoncer dans Saint-Roch, un quartier qui a bien besoin de verdissement, un investissement d'Environnement Canada pour des arbres, de la végétation, qui améliore la qualité de vie de multiples manières pour notre communauté là-bas.
Il y a aussi en mai un accord que j'ai personnellement signé, mais que je n'ai pas personnellement développé là, avec le gouvernement du Québec, un accord pour transférer au gouvernement du Québec 1,8 milliard de dollars de montant pour l'infrastructure verte. Verte pour prendre soin de la qualité de notre eau, notre air et de nos sols, et ça inclut la possibilité pour le gouvernement du Québec d'utiliser ces ressources-là pour favoriser le verdissement, améliorer la qualité de vie de nos quartiers centraux à Québec. C'est très important. Il y a d'autres mesures et d'autres programmes. Si ça vous intéresse d'en savoir davantage, mon équipe, j'ai un membre de mon équipe, Valérie, qui est discrètement assise en arrière, qui pourra vous aider à trouver des liens utiles, parce que ça existe, des programmes directs du gouvernement fédéral. Il va en avoir davantage au cours des prochaines années, entre autres parce que la tarification de la pollution annoncée hier vient avec un fonds d'autour de 2 milliards de dollars qui est accordé aux provinces qui acceptent de faire preuve de leadership. Et comme le Québec fait partie de ces provinces, le Québec va recevoir des fonds additionnels pour investir dans les infrastructures vertes. Monsieur le ministre, bonjour. Alain Webster, j'enseigne l'économie de l'environnement à l'Université de Sherbrooke. Merci de consacrer un peu de votre temps démentiel à nous aujourd'hui sur ces enjeux de développement durable. Le 17e objectif parle de partenariat. Vous avez bien montré l'importance de cet enjeu. Ma question ne s'adresse pas au ministre du gouvernement, mais aux députés de Québec. Là. Vous l'avez mentionné à quelques reprises. On vous a parlé d'enjeux parfois délicats, si vous me permettez cette expression, en matière de changement climatique, de biodiversité, des thèmes qui ne sont pas faciles à aborder. Mais est-ce que c'est possible d'envisager, notamment sur les questions de changement climatique qui m'intéressent en particulier, mais peut-être aussi celles en matière d'objectifs de développement durable, une approche gouvernementale moins partisane, plus cohérente avec l'action gouvernementale? Un exemple très simple de ce qu'on a réussi à faire au Québec, là, entre 4 gouvernements qui se sont succédés, les gouvernements Charest, Marois, Couillard et maintenant Legault, avec un appui évident sur la structure du marché du carbone, sur les cibles d'objectifs à long terme. On n'arrive pas à faire ça au fédéral. Est-ce que le député que vous êtes se décourage de cette partisanerie sur ces grands enjeux ou reste optimiste sur le fait que le gouvernement canadien peut développer des stratégies qui auront une cohérence de l'État à long terme, si vous me permettez cette expression, notamment sur les enjeux de changement climatique et de tarification du carbone, pour lesquels je ne peux que partager votre commentaire sur le côté évident et essentiel? Ou est-ce que notre structure gouvernementale et de parlementarisme hérité du modèle britannique nous amène toujours dans cette joute parlementaire qui nous fait tourner en rond, on a l'impression, et donc faire du surplace constamment? Wow, une question toute simple pour finir. Vous touchez à 3 choses: optimisme, cohérence et parlementarisme. Moi, je suis un optimiste, et, parce qu'on a besoin d'espoir pour motiver des décisions difficiles qu'on a besoin de prendre. Et c'est particulièrement vrai pour les jeunes. Nos jeunes ont besoin d'espoir pour pouvoir investir dans ce qu'ils sont et dans ceux et celles qu'ils aiment. Donc, l'espoir et l'optimisme, moi, je pense que c'est politique 1.0, c'est incontournable. Cohérence, dans l'échelle d'une fédération aussi diverse comme la Fédération canadienne, ce n'est pas facile. Et même à l'échelle du Québec, c'est parfois difficile, hein, parce que Montréal, ensuite, il y a quelques autres centres urbains de taille plus modeste, puis ensuite, il y a toutes les régions qui se sentent malheureusement, et souvent à raison, un peu exclues de l'agenda des gouvernements. C'est vrai à l'échelle canadienne aussi. Donc, une cohérence à l'échelle canadienne, c'est un gros défi. Mais je suis optimiste parce que même les raisons de divergence évidentes là, entre, par exemple, l'Alberta et le restant l'Alberta, Saskatchewan et le restant du Canada, même ces raisons-là ont tendance à disparaître tranquillement quand les gouvernements, parlant plus peut-être celui de l'Alberta, se rendent compte que la transition énergétique et économique, elle est inévitable. Hein, elle doit être faite. Donc, ces gouvernements savent qu'ils ont besoin d'aller dans une direction un petit peu différente. Mais vous savez très bien, si vous suivez la politique, ça c'est le dernier point,
qu'en Alberta, on va avoir au cours des prochains mois une élection où on risque de basculer d'un régime tourné vers l'avenir, avec Mme Notley, l'avenir pour la province d'Alberta, vers un régime tourné vers le passé, avec M. Kenney, pour ne pas le nommer. Je le connais, parce qu'il était à la Chambre des communes durant quelques mois quand j'étais là. Alors, en termes de parlementarisme politique, comment faire pour qu'on soit à la fois optimiste et cohérent, c'est une grosse question. Moi, je crois là, que quand on fait de la bonne politique, et hier, je pense que c'était un exemple d'une bonne politique, on peut amener tout le monde, y compris les plus récalcitrants, à cheminer. On peut regretter que le cheminement se fait lentement, mais il finit par se faire. Parce que même les plus récalcitrants, même ceux qui se tournent vers le passé, finissent par comprendre que le passé, là, c'est pas ce qui est le plus important, c'est l'avenir qui doit nous préoccuper davantage. Content de voir optimiste. Merci. Alors, je me permets une autre question, parce qu'on me dit que la pause café est retardée. Une question ici sur cohérence, mais aussi d'ambition de Mme Agnès Rousseau. Excellente conférence, merci. Ma question est en continuité avec celle de tantôt sur les énergies fossiles. Le Canada s'est engagé à réduire ses émissions de GES de 30 % par rapport à 2005. En mars 2018, la commissaire à l'environnement a révélé que le gouvernement du Canada n'était pas en voie d'atteindre cette cible, à moins de déployer des efforts considérables et de prendre des mesures allant au-delà de celles qui étaient prévues. Est-ce que le gouvernement prévoit avoir plus d'ambition et de quelle façon? Moi, je connais bien M. Trudeau. Maintenant, je connaissais très peu avant, et je sais qu'il est sincère. Quand il a dit hier que nous allions atteindre les objectifs de Paris pour 2030, réduction de 30 %, c'est l'objectif que le gouvernement canadien s'est donné pour 2030, réduction de 30 % des gaz à effet de serre entre 2005 et 2030. Je sais qu'il est honnête et sérieux, et je sais que s'il faut faire davantage que ce qui a déjà été annoncé, nous allons le faire. Les prévisions actuelles sont pour 2022, et la raison pour laquelle on arrête à 2022 pour l'instant, c'est que la pollution sur le carbone qui a été annoncée hier augmente le prix de la tonne de gaz à effet de serre jusqu'en 2022. On passe de 20 $ à 50 $. Ça, on sait que ça va mener déjà à des diminutions. Et on va voir en 2021-2022 ce qu'il faut faire davantage autour de ce prix sur la pollution, ou s'il y a besoin aussi de mettre en place d'autres mesures additionnelles à celles que j'ai mentionnées tout à l'heure, les investissements dans d'autres formes d'incitation, transport, énergie, technologie, ainsi de suite, pour nous amener à où on veut être en 2030. La raison est simple, c'est qu'on n'a pas le choix de le faire. 2, c'est bon pour l'économie. Et 3, le Canada et le Québec doivent être des leaders sur ces questions-là. On a la chance d'habiter dans une société qui n'a jamais connu, ou presque, la guerre. On a une société qui est développée, des gens éduqués. On a une société diverse, donc, dans laquelle on s'entend à peu près, pas tout le temps, mais on a un bon niveau de capital social, un bon niveau d'entente au Québec et au Canada. Fait qu'on doit donner un signe de leadership et d'espoir au restant de l'humanité, où les conditions sont souvent un peu moins favorables. Fait que le Québec et le Canada, on doit être des leaders et on doit en faire la démonstration. Bonjour, M. Duclos. J'ai une question pour vous, et je vais ressortir quelques boulamites également. En termes de gestion de changement, en termes de transformation d'une société, d'un organisme, souvent on a en tête de dire qu'il faut que le top-down rejoigne le bottom-up pour être capable de se retrouver à un beau foisonnement, une belle appropriation, une belle domestication des objectifs de développement durable. Hein? On reprend le terme qu'on a été chercher à l'UADP au Sénégal cet été. Donc, et cette domestication, cette appropriation des ODD, quand elle vient du gouvernement, c'est très intéressant. Mais il faut que l'individu, le citoyen canadien, se sente concerné. Et la boulamite, c'est la suivante. Qu'en est-il du défi d'une tonne de Paul Martin, votre ancien prédécesseur? Mm-hmm. Bien, ça, là-dessus, je suis entièrement d'accord. Parce que vous et moi, là, on fait partie de ce qu'on peut appeler peut-être là, des intellectuels.
On a une certaine facilité et un plaisir évident à parler des grandes questions. Hein? Et ça, c'est très bien. Ça prend des gens comme nous et comme vous, certainement. Parce que moi, je suis devenu un petit peu moins intellectuel au cours des derniers mois, mais vous avez la chance de l'être demeuré, et peut-être encore plus. Alors, donc, on a un rôle à jouer. Mais aussi, il faut être branché dans nos communautés. Il faut que ça parle aux gens. Il faut que ça résonne. Il faut que ça soit important pour eux. C'est pour ça que les actions locales sont tellement importantes. Et une de ces actions locales, c'est celle que tu as mentionnée tout à l'heure, quand on se parlait un peu. Des élèves, des étudiants ici à l'Université Laval, des jeunes hein, dont on a besoin de l'espoir et de la contribution à notre société. Quand ils s'inscrivent dans des cours où ils ont l'impression de faire quelque chose pour contribuer au développement durable, peut-être juste par le fait d'être plus ouverts, plus au courant des grands enjeux, d'être mieux équipés pour la suite. Mais ça, non seulement pour eux, c'est être conscient des enjeux de développement durable, mais c'est déjà avoir le sentiment qu'ils y contribuent au développement durable. Et qu'en y contribuant, ils peuvent espérer pouvoir le faire durant plus d'années, une fois qu'ils auront quitté les beaux locaux de l'Université Laval. Donc, ce sont des petits exemples, mais qui font la différence lorsqu'on relie le contexte plus abstrait dans lequel on évolue souvent, nous et vous, à l'impact réel, concret, tellement important qu'on veut démontrer pour que ce soit vraiment durable, ce genre d'initiative. Je me permets une dernière question, M. Duclos. Par rapport, justement, M. Forget vient nous parler de l'importance de la domestication des ODD par la population. Et donc, vous êtes maintenant en charge de l'approche descendante, donc du politique vers la population. Comment comptez-vous contaminer l'ensemble de l'appareil gouvernemental avec les ODD à partir de maintenant? Mais comment je compte le faire? Je compte le faire en comptant sur vous, entre autres, parce que vous allez avoir un rôle à jouer. Les gouvernements, là, ce sont des grosses machines. Hein. Elles ont besoin d'être brassées un peu de temps en temps. Elles ont besoin d'être nourries. Hein. Donc, je compte sur vous et sur beaucoup d'autres en dehors de cette salle pour vous engager pleinement dans la connexion qu'on doit faire, hein, pour que ce ne soit pas juste un top-down, que ce soit un bottom-up, comme on dit en bon français, parce que c'est comme ça que ça va rester vivant. Si ça reste dans les locaux sombres et sévères de mon ministère, il va avoir beaucoup moins d'intérêt que si c'est nourri par cette discussion qu'on va avoir besoin d'avoir avec vous et avec beaucoup d'autres. Comment est-ce qu'on anime ça? Comment est-ce qu'on rend ça vivant? Bien, je compte sur vous pour m'y aider. Alors, on entend le café qui arrive. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier, M. Duclos, pour cette belle conférence qui nous a permis de comprendre la complexité, bien entendu, des ODD d'un point de vue de société, d'environnement, d'économie, mais aussi beaucoup de gouvernance. Hein? Et c'est pour ça qu'on voulait vous entendre ce matin. Alors, sachez que l'Université Laval et l'Institut sera toujours très heureuse de vous épauler dans votre démarche de contamination. Bon. Et là-dessus, je remercie les gens aussi qui se joignent à nous sur le web, ainsi que ceux qui ont posé des questions. Donc, une dernière fois, merci. Et on a la pause café. On revient ici à 10h30 pour la deuxième conférence qui sera prononcée par M. Babin. Merci encore une fois. Merci.